Bonjour à tous, je suis très content d'être là pour vous parler de pas tant de 62-366, mais plutôt pour parler de discipline et de contraintes avec vous et de produits en santé accessoirement. Euh, on a eu cette idée avec Julien il y a quelques semaines et il n'est pas totalement exclu que parfois la 62-366 soit pas toujours très populaire auprès des équipes. Et, et moi, je trouve ça un peu paradoxal parce qu'elle amène un côté extrêmement structurant. Et je voudrais faire un peu le parallèle avec la manière dont nous, on travaille sur les sujets qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, qui ne sont pas des dispositifs médicaux. Euh, et entre guillemets, je ne vais pas dire redorer le blason, parce que je ne suis pas sûr qu'il faille le redorer, mais je pense qu'il y a plein de bonnes choses dans cette norme qui mériteraient à être utilisées plus souvent dans des mécanismes du quotidien. Donc, c'est qui lui déjà? Eh bien, moi je m'appelle Nicolas Bonavent, donc je travaille chez Software Medical, dans le groupe Software Medical. Donc Software Medical, c'est une entreprise qui a à peu près 25 ans, on est 1200 collaborateurs sur 3 pays. Et on construit des produits qui font en sorte que le soignant passe un petit peu plus de temps auprès du patient et un petit peu moins devant l'ordinateur. Et donc ces solutions, on les retrouve à l'hôpital, dans les cabinets d'imagerie, dans les labos d'analyse et en ville de manière plus générale. Donc moi, ça fait 18 ans que je travaille chez Software Medical. C'est mon premier job. Vous voyez. Donc, et j'ai une formation universitaire d'ingénieur biomédical. Et j'ai commencé ma carrière plutôt comme product owner, product manager, et j'ai créé il y a quelques années le département UX Design, Product Design et UX chez Software Medical, dans lequel on a des ergonomes, des psychologues qui aident les équipes à faire de la conception. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir des responsabilités, que j'ai commencé à concevoir de nouveaux produits, alors je me suis très vite rendu compte que j'avais encore beaucoup à apprendre. Et j'ai très vite été obsédé par quelque chose qui est la prise de décision. Et plus exactement par la qualité de prise de décision. Et c'est quelque chose dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis quelques notes pour plus tard. C'est un petit lexique. Ce sont deux expressions que je vais beaucoup utiliser, enfin deux mots plus exactement. Le premier, c'est discovery ou product discovery. Vous pouvez utiliser son petit nom qui est Disco. On voit ça comme un ensemble d'activités et de prises de décision qui vont permettre de savoir quel produit on doit construire. Donc vous voyez que c'est quelque chose de tout à fait banal, la product discovery. Tout le monde ici fait de la product discovery, hein, bien évidemment. Mais parfois il faut donner du nom aux choses. Et donc on a décidé d'appeler ça comme ça. Et le deuxième élément, c'est la user research, la recherche utilisateur. Et donc, ce sont des activités qui impliquent directement des utilisateurs. Et ça, la conférence précédente était en lien direct avec cela. Et donc, on voit que la user research, ça s'inscrit dans la discovery qui elle-même n'est pas sans lien avec la 62-366. Alors là, je vais vous mettre à contribution. Je vais vous poser quelques questions, 3 plus exactement. Alors, je ne vais pas vous demander de me répondre directement, mais je vais vous demander de réfléchir intérieurement et de répondre à ces 3 questions. La première, c'est: est-ce que je construis rapidement mon produit? Donc ça, c'est un sujet qui est quand même assez important parce que on fait des produits pour les mettre sur le marché et c'est sur le marché d'aujourd'hui, pas d'hier ni de demain. Et donc, c'est un vrai enjeu, bien sûr, pour les entreprises d'avoir un bon time to market. La deuxième question, c'est: à quelle vitesse est-ce que je fais évoluer mon produit?
Et en fait, même derrière l'évolution du produit, c'est à quelle vitesse est-ce que j'apprends. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Déjà parce que a priori, vous allez me dire, oui, mais moi je fais du produit physique, c'est compliqué de faire évoluer en produit physique. C'est plus compliqué que du logiciel, mais les constructeurs de voitures font évoluer leur modèle également. Hein. Donc, c'est juste qu'effectivement, c'est plus lent qu'une mise à jour sur un SaaS B2B, je vous l'accorde. Et le troisième point, c'est quelle est la tolérance de mon audience cible. Et ça, quand on travaille dans la santé, je pense qu'on peut dire qu'on touche un point sensible, et encore plus, bien sûr, quand on est sur un dispositif médical. Et en fait, il y a trois questions. Ces trois questions, j'aurais pu en poser plein d'autres, mais je pense que ce sont trois bonnes questions pour évaluer le besoin en charge de discovery. Et en fait, ces trois questions, elles correspondent à des zones particulières de ce qu'il faut pour faire un produit. Et très rapidement, en fait, on va parler de différents risques. Donc là, je vous ai mis pour les plus âgés d'entre vous, je vous ai mis une référence à une série des années 80 qui s'appelle Pour l'amour du risque. À ma gauche, Jonathan Hart, à ma droite, Jennifer Hart. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai mis cette référence de série absolument nulle? C'est parce qu'il y a quelque chose dont je suis persuadé, c'est que le risque, il ne faut pas l'éviter, il faut au contraire plonger dedans pour combattre la complexité du risque et ne jamais essayer de l'occulter. Et donc ça, globalement, donc on va avoir une approche par risque et l'agilité, c'est quelque chose qui vise à réduire le risque. C'est pas commencer par faire un skateboard puis un vélo pour faire une voiture. C'est réduire le risque. Souvent, on oppose l'agilité avec je prends les fabricants de voitures ou parfois même les fabricants de dispositifs médicaux. Je pense que c'est pas incompatible parce que être agile, c'est un état d'esprit, c'est pas un absolu. Être agile, ça veut pas dire fonctionner comme Amazon. Ça n'a absolument aucun sens. Amazon, ils ont leur contexte. Les fabricants de voitures, de vélos et de dispositifs médicaux ont leur propre contexte. Et donc, c'est avant tout l'adaptation au contexte, bien sûr. Et donc, quand on commence à parler de risque, pardon, quand on parle de produits, eh ben, on commence à avoir des diagrammes un petit peu comme ça, des diagrammes de veines avec des cercles concentriques, voilà. Et donc c'est des diagrammes dans lesquels il faut être au milieu. Hein. Et donc, il y a trois grands risques principaux qu'on évoque. C'est la viabilité économique. On doit, entre guillemets, payer des salaires, hein, voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut, entre guillemets, que nos produits soient viables économiquement. Le deuxième risque, c'est la faisabilité. On peut imaginer plein de super choses. Si la technologie n'est pas fiable, ça va poser évidemment de très gros problèmes. Et le troisième point, c'est la désirabilité. Et j'ai volontairement pas mis utilisabilité parce que derrière ce cercle vert qui correspond au risque utilisateur, si je puis dire, il n'y a pas que des valeurs pragmatiques d'utilisabilité, il peut y avoir aussi des choses plus émotionnelles, plus hédonistes. Et si en filigrane, je devais représenter la 62366, elle apparaîtrait comme cela. Hein, vous voyez, donc elle est un petit peu à cheveux, principalement sur le cercle vert, elle déborde un petit peu sur les autres cercles. Et donc l'idée de cette conférence, c'est de vous présenter, entre guillemets, ce qu'on appelle la Product Discovery, qui est une manière de dérisquer les trois volets de risque dans un contexte plus libre, hein, bien sûr, sans contrainte de marquage CN ni de dossier technique. Et alors là, vous vous dites, libéré, délivré, il y a plus de 366, il y a plus de règlement européen, c'est calme et volupté. Voilà, c'est vraiment incroyable. Et moi, je vais vous dire, est-ce qu'on est sur calme et volupté ou est-ce qu'on est sur un tintamarre cauchemardesque? Et ça, je pense que il y a une manière de répondre à ça.
je vais vous donner une liste de poncifs qui sont régulièrement associés à la Product Discovery. Ça dure trop longtemps. Ben oui, ben ça c'est. On voudrait que ce soit instantané, voire même on voudrait ne pas avoir à la faire du tout. Hein. C'est toujours comme ça. Ce serait beaucoup plus pratique, hein, ceci dit. Les clients ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors ça, c'est évidemment le pompon. C'est le commerce qui décide. Bien évidemment, si vous demandez ça au commerce, évidemment, mais ils vont demander quel mot je vous pique. On ne tient jamais compte de la dette technique. C'est juste insérer feature ici, et c'est juste un gros bouton, on sait ce qu'on a à faire. Le fameux on sait ce qu'on a à faire, hein, bien sûr. On a un proto-Figma, on peut commencer le dev, ou le dernier, c'est mon préféré. J'ai fait plein de tests utilisateurs, je l'ai montré plusieurs fois à des clients, en comité projet, avec donc en réunion devant 40 personnes, hein, bien sûr. Ça, si vous voulez, ce sont des symptômes qui indiquent des mauvaises maîtrises de ce qu'est une bonne product discovery. Et vous voyez que là-dedans, on a parlé de plein de choses. On n'a pas juste parlé d'utilisabilité ou de retour utilisateur. Il y a à la fois des choses plutôt business, plutôt tech, plutôt produit, plutôt user. Hein. J'aurais pu rajouter toutes les phrases des puristes du produit qui ne veulent faire aucune concession sur certaines méthodes. Mais voilà, donc là, on est entre guillemets sur ce qu'il ne faut pas faire. Et donc là, bien évidemment, le remède à tous les maux, inévitablement. Non, rassurez-vous, c'est pas la 62 366 la solution. Est-ce que ce serait la qualité la solution? Ah, pourquoi pas, on s'en rapproche. La discipline, ça moi j'aime bien. Et en fait, on en a parlé. La contrainte, c'est la solution. Moi, je suis persuadé que dans les environnements qui ont dans lesquels on rencontre des phrases comme celle évoquée tout à l'heure, je pense que ce sont des environnements dans lesquels il manque de contraintes, mais de contraintes au sens guidage. Hein. Et je voudrais vous partager cette phrase de Jean-Louis Barrault. La liberté, c'est la faculté de choisir ses contraintes. Dans un autre registre, il y avait Cédric Villani la semaine dernière sur France Inter qui parlait des mathématiciens et qu'en fait, un mathématicien, ça devait appliquer des axiomes mathématiques extrêmement contraignants, mais que d'un autre côté, c'était ça aussi le moteur de sa créativité. Et il avait cette phrase que je trouvais extrêmement adaptée, c'est la créativité a besoin de contraintes comme l'ombre a besoin de la lumière. Et en fait, on trouve plein de phrases qui vont dans ce sens-là, parce qu'en fait, quand on n'a pas de contraintes, on peut aller partout et on peut se disperser. Et ça, je crois que c'est un processus non guidé. C'est un processus qui se disperse. C'est un processus où il y a du gaspillage, ou qui est plus susceptible, en tout cas, d'avoir du gaspillage. Et donc, il faut choisir ses contraintes. Il faut choisir ses règles du jeu, mais on ne peut pas jouer sans règles du jeu, par définition. Et donc, nous, chez Software Medical, on a fait un choix. On a fait un choix, alors qui est issu du livre Discovery Discipline. Et c'est une méthode de discovery dans laquelle on va retrouver 7 étapes obligatoires et 7 livrables obligatoires. Et surtout, il y a un concept qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on parle d'étapes, on parle de livrables, et il n'y a pas d'activité imposée. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est fondamental et qui est passionnant. C'est qu'en fait, ça veut dire qu'on ne va pas toujours faire 15 tests d'utilisabilité. Mais parfois, on va peut-être en faire 50. Et parfois, on ne va pas en faire du tout. Parce qu'en fait, on va s'adapter au contexte et en fait, on va ajuster la réponse au risque. Et moi, il y a une chose à laquelle je crois beaucoup sur l'application de cette méthode, c'est que la meilleure méthode, c'est celle que tout le monde utilise. Avec en filigrane
tout le monde ne met pas sur le marché des DM. Chez nous, ce n'est pas la majorité de nos produits. Et donc, on va choisir une méthode plutôt souple et plutôt adaptative. Donc, cette méthode, en fait, il y a 7 étapes et donc 7 livrables. Et donc là, vous avez vraiment une slide issue de notre playbook. Donc, vous voyez, ça s'appelle Focused. C'est l'acronyme donc des 7 étapes. Et donc, c'est le seul et unique framework de discovery pour le groupe Software Medical. Et donc, vous voyez, donc, il y a 7 étapes. Alors, frame, ça va être des éléments de cadrage, d'alignement et de clarification de l'ambition. Observe sera plutôt dédié à la description des problèmes à résoudre et des contournements actuels. On aura également le positionnement et la différenciation, donc quelque chose d'un peu plus marketing cette fois. Unfold, la description du parcours utilisateur qui est si importante dans les applications digitales. Le style qui est une inspiration qui, s'il y en a parmi vous qui ont travaillé en agence, c'est aussi ce qu'on peut appeler le mood board, puis la conception de la solution, et puis après, bien sûr, l'évaluation, et à la fin de tout ça, une prise de décision. Et donc tout ça, bien sûr, c'est alimenté avec des apprentissages utilisateurs, techniques aussi, bien sûr, des apprentissages un peu plus business. Et donc ça, en fait, toutes ces étapes-là, elles sont éminemment pluridisciplinaires. Et tout le monde s'aligne sur les livrables, et donc ça crée des conversations qui sont absolument passionnantes. Et bien sûr, quand le produit est DM, eh bien, ou est suspecté de rentrer dans le cadre du règlement, eh bien, à ce moment-là, on fait venir nos amis du RACA. Et donc, tout ça pourquoi? Et en fait, moi, j'aime bien la phrase « un anneau pour les gouverner tous ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté, une méthode pour tout le monde, tout le temps. Chaque livrable a un objectif. Et en fait, là, quand vous appliquez ça à l'échelle d'une organisation, vous avez un langage unique de discovery. Vous avez un vocabulaire commun. Vous avez des réflexes communs. Il y a un autre sujet qui est extrêmement intéressant, c'est que souvent, une des causes du fait que les discoveries sont longues, c'est qu'en fait, souvent, on diverge un peu trop et on oublie de reconverger. Le livrable permet d'éviter ça. Avoir un livrable à l'écrit, ça permet la traçabilité. Ça permet de scaler. Quand on a, c'est notre cas, des enjeux de scalabilité, on a besoin d'avoir de l'écrit. Pour ne pas avoir à réinventer la roue si jamais on doit onboarder quelqu'un 3 mois après. Et donc, il y a un côté aussi extrêmement empowering de dire à l'équipe de conception de choisir la bonne activité. C'est à l'équipe de choisir si elle doit faire plutôt de l'immersion, plutôt des entretiens, ou pourquoi pas faire un test exploratoire. C'est des choses qu'il est possible de faire, ça demande un peu plus d'expertise, mais il n'y a aucun problème si on a si on a le bon protocole et les bonnes intentions d'apprentissage. Et donc, en fait, dans cette méthode, tout est fait pour amener de la clarté, pour clarifier la situation. Et en fait, clarifier, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, cette méthode, moi, pour la décrire, j'aime bien parler de la phrase du fondateur d'Atari. C'est la phrase qu'il utilisait pour dire que ce qu'il faisait un bon jeu doit être easy to play, hard to master. Et je crois que cette méthode, elle est très simple à comprendre, elle est extrêmement dure à maîtriser, parce que plus vous allez vouloir aller loin, plus vous allez devoir combattre la complexité. Vous allez devoir éviter les ambiguïtés, aligner les parties prenantes. Et c'est des choses sur lesquelles vous allez devoir travailler avec vos collaborateurs. Il y a un vrai support de skill management. Vous avez des revues de livrables à faire, vous avez un langage unique et des expertises multiples. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment super. Vous avez des conversations extrêmement riches. Vous n'avez pas les mêmes conversations avec un tech, avec un designer, avec quelqu'un du marketing. Et pourtant, ces conversations, elles sont importantes. Et c'est ça qui va vous assurer aussi la cohérence des livrables. Et donc, en fait, vous avez un sujet, c'est-à-dire que vous allez pratiquer
vous allez vous améliorer, vous allez devenir de plus en plus rapide, vous allez réduire les risques au prix d'un petit peu de discipline. Mais cette discipline, elle va, entre guillemets, s'acquérir, enfin cette discipline, cette amélioration, elle va s'acquérir avec la discipline. Il y a un sujet qui est extrêmement important, c'est que la méthode fait partie du plan. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de livrables, le sujet n'avance pas. Si les livrables sont jugés insuffisants, si la qualité de décision est jugée insuffisante, alors on recommence et on améliore. Et on applique le plan tout le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est ce qu'on appelle un petit peu un no-brainer. Et d'ailleurs, si on récapitule un petit peu tout ça, on a un certain nombre d'éléments. On a une méthode flexible qui s'adapte sur les gros projets, sur les petits projets. On a une maîtrise du risque, un alignement des équipes, la progression des collaborateurs, de la clarté et du focus sur nos intentions de conception. Et en plus, on a même derrière le management de la qualité. Puisque tout ça, bien sûr, c'est inscrit dans le SMQ. Eh bien, vous avez donc en fait un système dans lequel l'équipe peut se concentrer sur son cœur de métier, qui est la prise de décision sur le produit. Et c'est quelque chose qui est totalement partagé à l'échelle de l'entreprise. J'ai mis 3 schémas ici. Ce sont pas des schémas non, ce sont des schémas de Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel d'économie et qui a écrit sur les prises de décision. Vous avez 3 cibles. Une bonne prise de décision, c'est une prise de décision qui touche le 1000 globalement. Et vous voyez la cible de gauche, c'est une cible où les décisions sont biaisées. On voit qu'elles partent toutes dans la même direction. Donc ça, c'est une prise de décision qui est exposée à un biais, par exemple, je ne sais pas, biais de confirmation, par exemple, ou un biais de l'outil. La cible du milieu, c'est une prise de décision qui est exposée au bruit. Et le bruit, ça amène de la dispersion. Et c'est terrible, le bruit. Et plus on va travailler dans une organisation où il y aura de la complexité, plus vous serez exposé au bruit et plus vous devrez trouver un moyen de réduire ce bruit-là. Et la troisième cible, c'est une prise de décision, on va dire, idéale. Mais pour arriver à cela, il faut se mettre dans des conditions de prise de décision reproductibles. Et c'est ce qu'amène aussi cette méthode-là par ce langage unique de conception et cette reproductibilité. Pour conclure, je pense que la 60-310, c'est une chance pour les fabricants de DM. Pour ceux qui ne... Enfin, c'est une chance tout court même, en fait. Parce que vous savez, quand je fréquente beaucoup la communauté de designers et de product managers, et les gens me disent « Mais moi, j'ai pas de temps pour faire des tests d'utilisabilité. On veut pas me donner le temps. » Là, vous n'avez pas le choix. Là, si vous le faites pas, vous mettez pas sur le marché. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se saisir. Et il faut s'en saisir non pas pour avoir un superbe tampon, mais comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Cette contrainte, il faut la transformer en opportunité. Et je crois que il faut pas faire ça uniquement sur le risque patient. On a parlé de plein de risques aujourd'hui. Je crois qu'il faut, entre guillemets, élargir le scope. Et moi, j'aime beaucoup l'exemple des chefs qui font des sushis, les maîtres experts dans la réalisation des sushis. Ils passent leurs 2 premières années à faire du riz. Et en fait, c'est pour atteindre une certaine perfection dans le geste. Et moi, je crois beaucoup à l'exécution du geste. C'est ce qui permet souvent d'avoir des stratégies qui marchent, c'est d'avoir une bonne tactique et une bonne exécution. Et travailler ces gestes-là de discovery au quotidien avec
conscience, discipline, humilité. Demain, ce sera des choses que vous ferez naturellement et que vous pourrez transmettre facilement à vos équipes. Et quelque part, et je crois que ça, c'est encore une opportunité supplémentaire pour faire de bons produits.